Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est tout bon. Super. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur la SGE, sur le benchmark que nous avons réalisé sur les SERP sur la version US de Google. Donc, je suis Lionel Cherpin, je suis le fondateur et dirigeant de l'agence Empirique. Nos deux principaux aujourd'hui speakers seront Pierre, qui est directeur SEO, et Quentin, qui est consultant SEO senior, qui ont beaucoup travaillé sur la présentation, sur la préparation de ce webinaire. Juste en termes d'organisation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Yannick, qui aussi a beaucoup bossé sur ce webinaire, pourra vous répondre directement. Et puis, on a prévu de toute façon à la fin un moment d'échange et de questions-réponses autour de ce sujet. Je vais partager mon écran. J'ai oublié de le faire, décidément. Hop. C'est tout bon? Yes. Faut juste que tu passes en mode diapo. Ouais, ok. Alors, on aura 4 grands temps dans ce webinaire. Une rapide présentation de contexte autour de l'IA et de la SGE. Ensuite, la présentation de nos conclusions de ce benchmark réalisé sur les SERP Google États-Unis. Et puis, ensuite, l'analyse que l'on en a fait, hein, les projections que l'on a identifié, que l'on a défini par rapport à la perspective de l'arrivée de la SGE en Europe, et notre conclusion. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Empirique, nous sommes une agence de marketing digital dont l'objectif est d'aider nos clients à transformer leurs données en valeur. Aujourd'hui, les entreprises collectent beaucoup de données, mais on peut avoir des difficultés à créer de la valeur avec. C'est pas créer de la valeur avec la donnée, c'est améliorer la performance digitale, c'est automatiser les processus pour gagner du temps, et c'est développer la connaissance client. Donc notre mission au quotidien, et c'est pour ça qu'on s'appelle Empirique et qu'on a cette baseline Better with Data, elle va consister à aider nos clients à prendre de meilleures décisions et à obtenir de meilleures performances en exploitant mieux leur capital donné. Et ce webinaire en sera justement l'illustration, parce qu'on a essayé vraiment de nourrir nos réflexions avec un maximum de données sur la physionomie des SERP SGE. Nos expertises chez Empirique, donc on est organisé en 4 grands pôles d'expertise. Le pôle SEO, qui est piloté par Pierre, le pôle CRO, conversion, le pôle Search, SEA et Paid Media. Et notre différence, notre ADN, c'est la volonté d'adresser l'ensemble de ces leviers de façon en synergie, en plaçant justement la data au cœur des réflexions, parce que c'est la data qui va justement permettre d'orienter le travail, les priorités entre ces différents leviers d'expertise. Et la SGE sera justement, ce webinaire en sera justement l'illustration sur l'importance de penser quelque part le search en dehors du SEO historique comme on le connaît. Une citation qu'on aime beaucoup chez Empirique de Deming, without data, you are just another person with an opinion. Désolé pour l'accent. Mais en tout cas, le monde du SEO que je connais, dans lequel je baigne depuis plus de 20 ans, est un monde qui a beaucoup d'opinions, mais pas toujours de la data pour la rendre un petit peu objective et tangible. Et justement, l'objectif de ce webinaire, c'est de sortir
des opinions, de tout ce qu'on a entendu autour de cette perspective-là de la SGE, de la mort du SEO, on y reviendra, pour avoir une vision objective, tangible et un petit peu plus aussi sereine de la chose, en dehors de tous les fantasmes que l'on peut entendre. Rapidement, l'introduction autour du contexte, autour de l'IA et de la SGE. On a fait une petite vidéo pour illustrer. Donc aujourd'hui, la SGE est déployée en bêta aux États-Unis et dans 120 pays. Donc là, vous avez un exemple d'une requête effectuée aux États-Unis sur le mot-clé PlayStation 5. Donc, on a vu, je vais revenir peut-être rapidement, on a vu, donc sur cette requête, on avait l'apparition d'un bouton ici, Generate. On y reviendra dans les analyses que l'on a et les conclusions que l'on a pu avoir avec ce benchmark, que ce bouton est quelquefois présent ou quelquefois on a directement la SGE. La SGE aujourd'hui, elle est disponible uniquement sur desktop, elle n'est pas sur mobile, et ça, c'est quand même aussi une donnée à prendre en compte, parce que 60% de l'audience mondiale des sites est aujourd'hui sur mobile. Concernant l'Europe, pour l'instant, le déploiement, il est bloqué en Europe pour des questions juridiques. Il y a 3 sujets qui impactent directement la SGE. Donc, la première chose, c'est le Digital Marketing Act, le DMA, qui vise notamment à réduire la position dominante plus globalement des GAFAM, et y compris évidemment Google. Et là où on pourrait avoir un impact fort par rapport à la SGE, c'est qu'on s'en est notamment vraiment rendu compte en benchmarkant la SGE aux États-Unis, c'est qu'il y a une domination assez forte des services Google directement à l'intérieur de la SGE, avec les résultats Google Maps, les résultats Google Flights, du shopping. Et donc, justement, le DMA vise à permettre à l'utilisateur de choisir assez facilement un service concurrent. Et c'est ce qui explique notamment que depuis quelques jours, le bouton Maps a disparu de Google. Donc, certains s'en offusquent, ne comprennent pas, mais en fait, c'est pas un choix UX de Google un petit peu étonnant, c'est tout simplement une contrainte juridique. Deuxième sujet, c'est Digital Services Act, qui vise aussi à rendre les plateformes responsables des contenus qui seraient générés potentiellement et qui seraient potentiellement illicites. Et notamment, c'est une question qui se pose par rapport au contenu qui serait produit directement par l'intelligence artificielle. Et ça recoupe aussi un autre sujet lié au RGPD, c'est qu'aujourd'hui, on doit, un des principes clés du RGPD, c'est d'être transparent sur le traitement de données à caractère personnel. On doit être en capacité, en cas de requête d'utilisateur, d'expliquer dans quelle mesure certaines données ont été traitées. Et donc, aujourd'hui, la problématique de l'IA, c'est qu'on est face à une boîte noire, et donc, du coup, qui pose un certain nombre de questions par rapport au RGPD. Il y a eu quelques études qui ont fait parler d'elles récemment. Une des plus importantes, c'est celle de Search Engine Land. Alors, je ne sais plus sur combien de mots-clés. Je ne sais pas si, Pierre, tu te rappelles le nombre de mots-clés. Mais en tout cas, voilà, ils avaient analysé un certain nombre de scénarios sur les pertes d'audience liées à la SGE. Et donc, on a des scénarios qui oscillent entre moins 18% de trafic jusqu'à moins 65%. Donc, effectivement, ce seraient des impacts qui seraient loin d'être neutres. Après, la limite de cette étude, je crois qu'elle était sur un panel de mots-clés assez restreint, et on était sur des estimations de CTR et non pas sur des données réelles de CTR, puisqu'aujourd'hui, la SGE étant déployée en bêta, elle n'est pas déployée au niveau grand public aux États-Unis. Et donc, du coup, la conclusion, c'est de dire, voilà, l'année 2024 sera le cataclysme du SEO. J'ai encore entendu hier un grand gourou de notre métier dire que 50% des SEO allaient pointer au chômage. Peut-être. Effectivement, la stratégie de la peur, c'est une stratégie qui fait vendre des jours. Mais en tout cas, c'est pas du tout notre philosophie chez Empiric. Moi, depuis que je suis
Dans ce métier-là, c'est au moins la 28e fois où je devrais pointer au chômage. Et on aura justement l'occasion d'avoir une vision beaucoup plus tangible de cette prophétie, mais on peut déjà vous dire qu'on est assez confiant sur le devenir de notre métier. Je vais laisser maintenant la parole à Quentin. Ouais. Donc avant de vous présenter directement les conclusions de notre benchmark des SERP aux États-Unis et du coup nos analyses, on va faire un petit point sur la méthodologie qu'on a utilisée et les quelques avertissements qu'on peut avoir. Donc on s'est basé sur un peu plus de 6000 mots-clés qui étaient catégorisés en différentes thématiques. On a pris de l'e-commerce, de l'industrie, du Your Money, Your Life. Donc on a vraiment essayé d'être large et on a aussi rajouté un filtre avec les intentions de recherche pour essayer d'avoir un impact le plus exhaustif possible. On a scrappé du coup les SERP avec la bêta de la SGE principalement à New York. Sur les États-Unis, c'est grand, donc les résultats peuvent être différents d'un État à l'autre. On a aussi capturé l'écran de chaque mot-clé pour ensuite faire une analyse UX pour voir un peu l'impact visuel qu'il pouvait y avoir avec la SGE sur les résultats de recherche. On a aussi du coup fait une comparaison avec les SERP qu'on peut appeler classiques, donc sans la SGE, aussi à New York. Et enfin, on a centralisé du coup toute la donnée dans un dashboard. On a pu faire nos analyses. On va vous partager ensuite les quelques petits graphiques qu'on a pu en tirer. Les quelques avertissements qu'on peut donner, c'est que les SERP aux États-Unis, elles sont très différentes des SERP françaises, y compris les SERP classiques. Ils ont beaucoup de snippets en plus, ils sont beaucoup plus portés e-commerce et conversion que nous. Donc l'impact ne sera pas le même. Comme l'a dit Lionel, la DMA, elle va probablement réduire la visibilité des services Google qu'on va avoir en Europe. La version de la SGE, pour l'instant, elle est encore en bêta. Ça fait 3 mois qu'on l'analyse d'arrache-pied. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça change beaucoup. Il y a encore beaucoup de tests qui sont faits et l'affichage change quasiment hebdomadairement. Et enfin, la SGE, elle est disponible que sur desktop. Et on le sait, aujourd'hui, la majorité du trafic est sur mobile. Un grand merci du coup à notre grand maître du scrapping, Yannick, qui est avec nous dans le chat, mais pas directement dans le webinaire, et qui nous a beaucoup aidé pour centraliser la donnée et l'analyser. Et du coup, je passe le flambeau à Pierre. Yes. Alors, le bloc SGE, bon là on va du coup rentrer dans les détails du benchmark. On peut passer à la slide suivante. Nous, ce qu'on a pu constater du coup, c'est que sur l'ensemble des 6000 mots-clés, la SGE était présente sur 90% des requêtes, mais pas toujours de la même manière. En fait, elle peut apparaître sous 3 formes différentes. Soit elle est ouverte par défaut, c'est-à-dire que quand on arrive, on a tout le gros bloc SGE qui est présent, qui détaille la réponse. Soit elle est partiellement dépliée, c'est ce que vous voyez là sur la droite, le petit bouton Show More, où là pour le coup il faut cliquer dessus pour déplier le reste de la réponse. Soit dernière option qui était la plus courante au moment où on a fait les tests, et Quentin tu m'arrêteras si je me trompe, mais il me semble que ça a beaucoup changé après, il y avait un bouton Generate, et donc du coup c'est en cliquant dessus, donc là ça requiert une action de la part de l'internaute, il y a un temps de chargement qui est assez long, et ensuite seulement la SGE se génère et se déplie. Mais il me semble que le bouton Show More, il est beaucoup plus apparu après qu'on ait fait notre analyse, c'est ça ? Des fois, il disparaît complètement de la SERP, des fois, il revient. Ils font encore des tests avec le Show More, même son apparence a beaucoup changé en fait depuis qu'on a commencé nos tests. Donc, il n'y a pas de stabilité encore avec celui-ci. Voilà, donc ça c'était au moment où on a fait nos tests, mais pour le coup effectivement ça peut changer. Ce qu'on observe aussi, c'est que en fonction des secteurs d'activité, alors là effectivement il y a une petite coquille sur le titre, c'est quelle spécificité par secteur, en fonction des différentes thématiques, on a plus ou moins la chance de voir apparaître cet encart SGE. On observe que sur du e-commerce, du travel, du média, de la formation, etc., on a la SGE qui apparaît très régulièrement. Par contre, sur des requêtes plus touchy, plus Your Money, Your Life, comme la finance, l'assurance, l'éducation, là, pour le coup, Google prend beaucoup moins le risque de se mouiller parce qu'en fait, les réponses qu'il donne dans la SGE sur des requêtes de ce type-là, si il n'est pas sûr à 100% que ces requêtes sont
juste et licite, ça peut se retourner contre lui. Donc sur des requêtes un peu dangereuses comme ça, qui mettent en danger soit l'argent, soit la santé des internautes, il va prendre moins souvent le risque de générer la SGE. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut voir que sur la partie health, donc santé, on a quand même la SGE qui apparaît à 96%, mais ça s'explique à cause du panel de mots-clés. On a pris des mots-clés qui étaient plutôt mainstream, donc avec des volumes de recherche qui étaient importants. Et pour le coup, en fait, dans la catégorie santé, on avait beaucoup de requêtes sur où acheter de la crème solaire, comment éviter d'attraper un rhume, ce genre de choses-là. Des requêtes en fait qui sont finalement assez peu dangereuses pour l'internaute. Donc ça explique pourquoi sur la partie santé, on a quand même la SGE qui apparaît très souvent, parce qu'en fait, on était beaucoup sur de l'informationnel ou du transac, mais du transac pour de la crème solaire, ça va. Google peut se permettre de générer un encart, alors qu'effectivement, sur de la finance ou de l'assurance, il prend pas le risque. Sur la slide suivante, du coup, on observe que on a analysé en fait la position pixel du premier résultat SEO sur la SERP aujourd'hui versus avec la SGE dépliée pour le coup. Et on observe que déjà aujourd'hui, il fallait non pas scroller, mais on était en dessous de la moitié de l'écran sur le premier résultat SEO en moyenne, alors qu'avec la SGE dépliée, pour le coup, il faut scroller de quasiment un écran complet avant d'arriver au premier résultat SEO. Et ça, c'est ce que vous observez du coup sur les deux screenshots de droite. Donc avant, effectivement, on avait résultat payant, plus ensuite derrière le SEO et parfois un featured snippet ou position 0. Alors que là, avec la SGE, effectivement, on a résultat payant, SGE qui prend quand même pas mal de place et beaucoup plus bas le SEO. Donc là, dans le cas où la SGE était dépliée par défaut, effectivement, il fallait quand même scroller pas mal pour arriver au premier résultat SEO. Alors que dans le cas où, pour le coup, il y a le bouton Generate, là, ça va, la SGE prend quand même vachement moins de place. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que pour le coup, la SGE tend à gommer les disparités qui existaient entre les différentes intentions de recherche. Avant, sur du transac, on avait beaucoup de paid, on avait l'encart shopping, on avait potentiellement du Google Maps dans le cas où on cherchait un magasin proche de chez nous. Bon, et bah du coup, effectivement, on avait le résultat SEO qui était relativement bas déjà. D'ailleurs, je parle au passé, mais en fait, aujourd'hui, on a le résultat SEO qui est relativement bas sur ce type de requête. C'est ce qu'on observe sur la partie de droite. Maintenant, avec la SGE, en fait, les disparités tendent à se gommer et le résultat SEO est juste très bas sur toutes les intentions de recherche, pour le meilleur et pour le pire. Et là, je vais redonner la main à Quentin. Du coup, Google, petit à petit, affirme sa volonté de devenir un moteur de réponse et non plus un moteur de recherche. On le voyait déjà avec tous les snippets qui ont pu arriver et qu'on connaît aujourd'hui, avec l'enrichissement, la position 0, etc. Mais là, la SGE affirme encore plus cette volonté. Donc, 78% des liens visibles dans la SGE renvoient vers d'autres produits Google. Donc, on a fait une petite vidéo pour illustrer ça. Mais pour expliquer, la SGE, quand on la déplie, il va y avoir de l'enrichissement et Google se base sur plein de données et il centralise tout ça. Donc, on a la possibilité d'interagir avec la SGE, de pouvoir cliquer à différents endroits et dans la majorité des cas, ça renvoie vers d'autres produits Google. Et c'est encore plus impressionnant sur toutes les requêtes shopping, parce que même les variations de produits ou des produits similaires, c'est directement inclus dans la SGE. Lionel, je peux pas suivre en live la vidéo parce que nous, il bug Oui, ben mais non, mais c'est la requête là sur changer un pneu à New York et donc du coup, effectivement, on voit apparaître les résultats principalement Maps apparaître dans le bloc SGE. Ouais, c'est ça. Et après, on verra, il y a même, quand on va cliquer sur les pneus, il va même y avoir des pop-up qui vont s'ouvrir et qui vont proposer d'autres pneus, d'autres produits qui sont issus du coup des sites, mais Google garde l'information et garde l'utilisateur directement. Alors, en fait, alors à la fin, on va bien sûr potentiellement basculer sur le site. C'est-à-dire que le lien direct vers, enfin, il y a quelque part un lien indirect vers son site, mais on va passer par ses services Google. Après, on peut aussi très bien se dire qu'à terme, finalement, la conversion aussi se passe dans Google
et que sur le e-commerce, avec Google Pay, on puisse directement payer sans passer par le site, prendre rendez-vous directement, je ne sais pas, avec un équivalent d'un Doctolib appliqué à plusieurs secteurs. C'est aujourd'hui un phénomène qu'on observe en Chine, cette logique de plateformisation. Et aujourd'hui, si elle n'existe pas aux États-Unis et en Europe, je pense que c'est pour des logiques d'abus de position dominante. Mais ça serait une évolution logique et normale de pouvoir avoir l'ensemble du processus qui se fait quelque part sur Google. Et donc, du coup, ça pose la question de son site et de la place et de la stratégie à adopter pour générer des ventes et de l'audience. Il y a une forte proportion de liens vers les produits Google, notamment sur les requêtes qui vont être commerciales et transactionnelles. Donc, c'est les secteurs qui sont très impactés. Du coup, ça va être tout ce qui est e-commerce, où là, du coup, comme on a pu voir sur la vidéo précédente, Google, il tient vraiment à conserver ses utilisateurs. C'est un peu moins marqué sur l'informationnel et le navigationnel. Le navigationnel, c'est tout ce qui va être nom de marque, mais il y en a quand même une majorité de liens qui restent directement chez Google. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur les secteurs Your Money, Your Life, Google est beaucoup plus prudent, il prend beaucoup de moins de risques et du coup, c'est bien marqué lorsqu'on a fait cette analyse. On voit que les secteurs de la finance, de la santé et de l'assurance, Google garde beaucoup moins ses liens, surtout sur le domaine de la finance, et il va plutôt citer des sources. Donc, d'où l'importance de l'EEAT, le fait d'être un site d'autorité et d'être reconnu. On avait aussi le cas sur tout ce qui était alcool et spiritueux, donc qui rentre peut-être dans le secteur de Your Money, Your Life. Mais en tout cas, on voit que sur ces thématiques-là, Google est très timide. Et du coup, on voit aussi sur B2C e-commerce et B2B e-commerce que, encore une fois, Google pousse beaucoup ses liens. Le blog SGE reste malgré tout une opportunité, comme on va le voir, d'avoir plus de visibilité et de diversifier ses affichages. On a fait une analyse des liens qui étaient positionnés dans la SGE et on est parti de 3 constats possibles. Le premier constat, c'est tous les liens qui sont présents dans la SGE sont aussi présents dans le top 10 et là, on voit que c'est seulement 3% des cas. Ensuite, on a regardé le nombre de liens qui étaient présents dans la SGE mais qui n'étaient absolument pas présents dans le top 10 et là, on est à peu près sur 30% des cas. Et enfin, on est à 66% des cas où on a quelques liens dans le top 10 et quelques liens qui ne proviennent pas du top 10. Donc, ce que ça signifie ici, c'est qu'on a la possibilité de s'afficher dans la SGE quand bien même la SERP serait verrouillée et que les acteurs seraient là depuis très longtemps. Donc, ça laisse la place à des sites ultra spécialisés de pouvoir gagner en visibilité et de s'afficher là où des mastodontes occupaient le top 10 depuis des mois, voire des années. C'est d'autant plus marqué du coup sur le transactionnel et le commercial. Comme on peut le voir, la majorité des liens ne sont pas dans le top 10. Sur le navigationnel, c'est là où il y a le plus de liens qui proviennent du top 10, mais c'est un peu plus normal parce que comme on est sur des requêtes autour du nom de marque, on va plus souvent citer le top 10. Mais encore une fois, cette slide, elle appuie du coup l'opportunité de diversifier son affichage et d'apparaître dans le top 10 de la SGE. C'est une tendance qui est encore plus confirmée du coup sur tout ce qui est e-commerce. On voit le B2B e-commerce et le B2C e-commerce. On a énormément de liens qui apparaissent dans la SGE et qui sont même pas dans le top 10. Et généralement, lorsqu'on a pu faire les analyses, c'était des sites qui étaient ultra spécialisés, qui étaient ultra nichés. Et du coup, ils avaient une énorme légitimité à apparaître dans la SGE. Ils proposaient aussi beaucoup plus d'enrichissement que peuvent le faire les gros mastodontes, comme par exemple Amazon ou Cdiscount. Eux, ils vont avoir beaucoup d'articles, ils vont avoir des fiches produits qui sont beaucoup plus détaillées. Donc, dans l'algorithme, ils sont plus légers, donc ils ont un peu plus de mal à apparaître dans le top 10. Mais pour la SGE, c'est un enrichissement qui est hyper quali. Et du coup, ils remontent beaucoup plus dans la SGE. L'hypothèse se confirme. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les meilleurs sites qui apparaissaient dans le top 10. Donc, le site 1, le site 2, le site 3 sont des sites qui apparaissent dans le top 10. Et on a regardé s'ils apparaissaient dans la SGE.
Et enfin, on a comparé avec les autres sites qui apparaissaient dans la SGE, et dans la majorité des cas, le top 3 n'apparaît pas dans la SGE, sauf dans des thématiques un peu plus précises, notamment la finance, où quand on a fait nos analyses, on avait un acteur qui apparaissait tout aussi bien dans le top 10 que dans la SGE. On a un exemple un peu plus précis sur l'alcool et les spiritueux. Donc, on voit que dans 85% des cas, c'est d'autres sites qui vont apparaître dans la SGE, alors que le top 3 occupe à peu près 10% de l'affichage à eux seuls. Alors, pour compléter ce que tu dis, Quentin, effectivement, on avait émis l'hypothèse de se dire, est-ce que dans la SGE, on va à chaque fois pas retrouver des mastodontes, par exemple TripAdvisor dans le travel. Alors effectivement, on les voit, hein, on voit Wikipédia qui est présent, mais ce qui est super intéressant, c'est que voilà, on a quand même une longue traîne très très importante de domaines différents qui réussissent à se positionner dans la SGE. Donc on n'est pas obligé d'être un mastodonte pour être présent dans la SGE. Et alors après, évidemment, il faudrait faire une analyse sectorielle beaucoup plus approfondie, mais probablement la spécialisation d'un site dans une thématique peut ouvrir des possibilités de présence dans la SGE et quelque part ce qui vient confirmer beaucoup des pratiques et des recommandations historiques qu'on applique en SEO. On note une forte diversité de snippets dans les blocs SGE selon les secteurs et du coup selon les requêtes. Les grands snippets qu'on pouvait retrouver, c'était les carousels qui sont présents dans quasiment la totalité des cas, dans la grande majorité des cas. C'est un petit carrousel de liens qui va être situé en haut de la SGE, soit à droite, soit à gauche. Il est assez discret. On a beaucoup de blocs shopping, donc ils vont être différents des shopping organiques qu'on peut avoir dans la SERP, parce que comme on l'a vu, il y avait une stratégie de rétention de Google à ce niveau-là, mais ils sont très présents sur les requêtes B2C, e-commerce, pardon, ce qui est assez normal, mais aussi un petit peu sur les requêtes médias. On va avoir beaucoup de textes, un peu moins présents sur les requêtes transactionnelles, mais beaucoup plus sur les requêtes informationnelles, et ce, sur tous les secteurs. On a aussi des requêtes places, qui sont pas tout à fait comme les requêtes map. Ça va plus être de l'enrichissement des informations que Google va donner sur un lieu. Donc, par exemple, quand on va chercher pour des vacances aux Maldives ou dans la Creuse, Google va donner des informations sur le lieu. Et enfin, bien sûr, on a le snippet maps pour tout ce qui est requête locale. Donc, ce que ça nous montre, c'est que la SGE, elle est capable de prendre en compte énormément d'informations dans son enrichissement. Elle est capable parfois d'en mettre plusieurs. On peut avoir du carrousel et du shopping, on peut parfois en avoir 3, voire 4. Et ce qui veut dire que dans l'enrichissement qu'on va mettre sur notre site internet, il faut vraiment qu'on soit diversifié et qu'on ne se limite pas simplement à mettre du texte comme on pouvait le faire il y a quelques années où on mettait des grands pavés. Non, maintenant, il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus orienté utilisateur et essayer d'apporter tous les enrichissements qui sont possibles. Donc sur le shopping avec des bonnes données produits, sur le texte avec un texte à forte valeur ajoutée, des informations sur les lieux, etc. Ce qui va permettre du coup de maximiser les chances d'affichage dans les différents snippets. Et du coup, je donne le flambeau à Monsieur Pierre. Merci. Donc du coup, là, on a vu un petit peu tout ce qui pouvait se trouver dans l'encart SGE. Et après, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est, OK, est-ce que la SERP en dessous de l'encart SGE, le top 10 donc, auquel nous, on est habitué, est différent dans le cas où on a un bloc SGE qui apparaît au-dessus? Et il s'avère que pas tant que ça finalement. En fait, le nombre de liens présents sous l'encart SGE est quasiment le même que sans l'encart SGE. Donc que vous ayez la SGE ou pas, en fait, le nombre de liens bleus auxquels on est habitué en dessous de la SGE, lui, ne change pas, et ce, quelle que soit la thématique. Au niveau des snippets qui sont présents dans la SERP, pareil, en fait, on a très très peu de différence. En fait, on a même été étonné de constater que dans certains cas, on avait même plus de snippets dans la SERP, dans le cas où on a l'encart SGE, c'est-à-dire que vous avez la SGE, et en plus, en dessous, vous avez des snippets supplémentaires. Par exemple, la position 0, il y en a un petit peu plus dans le cas où il y a la SGE. Du shopping, il y en a un petit peu plus dans le cas où il y a la SGE. Donc, c'était assez surprenant. Mais bon, on parle de variations qui sont quand même infimes.
Donc en fait, la tête de la SERP en dessous est quasiment la même. On s'est demandé également, on a analysé ça également sous le prisme des mots-clés. Et en fait, il s'avère que globalement, c'est plus ou moins les mêmes sites qui vont ranker dans le top 10 sous la SERP. C'est-à-dire qu'on a 98% des mots-clés qui génèrent une SERP classique, donc un top 10 lien bleu, identique ou très proche, qu'on ait la SGE ou pas. Donc dans 21% des cas, on a tous les liens qui sont communs. Donc dans 20% des cas, la SERP c'est exactement la même, le top 10 c'est exactement le même. Dans 77,5% des cas, on a des liens en commun entre les deux. Et il n'y a que dans 1,5% des cas où pour le coup on a une SERP complètement différente. Donc faut pas s'attendre à ce que la SERP change radicalement. Donc c'est comme si quelque part la SGE était une espèce de surcouche qu'on a mis au-dessus de la SERP. C'est ça, exactement. Il n'y a que quelques domaines dans lesquels, surprenamment, ça bouge un peu. Donc la formation et l'immobilier, pour le coup, il y a quelques différences au niveau de la SERP dans les liens qui sont présents. Mais sinon, sur le reste, c'est quasiment similaire. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment l'expliquer pour l'immobilier et la formation. En plus, l'écart n'est pas suffisamment significatif. Mais voilà, c'était quand même intéressant de le noter. Et je pense qu'aussi, c'est surtout aussi voilà, enfin, ça peut être lié aussi au scrapping. Et le fait que forcément, il peut y avoir, en fonction du moment où on a fait le scrap avec la SGE ou sans la SGE, il peut y avoir des variations de SERP. Ouais, tout à fait. Surprenamment. Sachant que dans les deux cas, on a scrappé au même endroit. Je veux dire, on a scrappé dans la même ville, dans les mêmes conditions. Ouais, dans la même localisation. Tout à fait. Voilà, donc que retenir de tout ça avant de passer à l'analyse plus en profondeur? Que retenir de ce benchmark? Alors, ce qu'on observe, c'est que la SGE change presque tous les jours. Et ça indique une chose, ça veut dire que Google ne parvient pas à trouver une implémentation qui soit satisfaisante, ce qui l'oblige à faire plein de tests. Et on en reparlera dans la conclusion. En fait, on a pu observer le même comportement avec Bing Chat, où pour le coup, l'implémentation, finalement, n'a pas réussi à satisfaire les besoins des internautes. Et donc, du coup, Google ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs, ce qui l'oblige à mener de plus en plus de tests jusqu'à trouver une formule qui lui convienne, s'il y parvient un jour. La deuxième chose, c'est que Google tient à garder ses internautes dans son écosystème. On l'a vu, la majorité des liens dans la SGE ne renvoient pas vers des sites internet. Donc, la SGE ne sert pas de portail vers d'autres sites, mais vers des produits Google. Ce qui va complètement à l'encontre du DMA et du DSA en France. Donc là aussi, Google est face à un obstacle. Les requêtes Your Money, Your Life sont trop touchy pour que Google ose s'y avancer. On l'a vu, on a beaucoup moins de SGE qui apparaît sur ce type de requête. Et dans le cas où elle apparaît, on a beaucoup plus de liens vers des sites que vers des produits Google. Donc là aussi, ce sont des thématiques sur lesquelles on verra probablement une faible apparition et utilisation de la SGE. Quatrième point, il y a clairement une place à prendre dans l'encart SGE pour les sites ultra spécialisés. On l'a vu, en fait, le top 3 de la SERP n'apparaît pas ou très rarement dans l'encart SGE. En fait, dans l'encart SGE, on a pu observer que c'était pas forcément des gros sites qui rankaient, mais plus des sites plus petits, de plus petite taille, moins connus, mais ultra spécialisés sur une thématique, avec du contenu sur cette thématique de haute qualité, et donc du coup une autorité dans cette thématique. Et c'est ce type de site que Google préfère mettre en avant dans la SGE, dans ses sources. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a pu observer que sur quand même pas mal de requêtes, ça devient aujourd'hui difficile d'aller doubler des gros sites, des mastodontes comme Amazon, Cdiscount, etc., qui sont installés là depuis longtemps et qui trustent le top 10 depuis longtemps, avec des sites plus petits et plus spécialisés. Donc la SGE pourrait être une opportunité, un ticket, en tout cas vers le haut de la page, pour des sites qui font l'effort de produire du contenu de qualité sur une thématique. Avoir un flux de données optimisé est obligatoire pour les sites e-commerce. On y reviendra aussi. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il faut absolument aller nourrir l'algo de Google de manière à ce qu'ils comprennent de quoi vous parlez. Et sur des sites e-commerce, ça va être super important d'avoir des données qui soient structurées,
de manière à ce que Google comprenne votre offre, ce que vous vendez, ce que vous proposez et vos avantages concurrentiels. Il va falloir que vous lui donniez à manger pour qu'il puisse se servir du contenu de votre site, qu'il puisse le comprendre afin qu'il puisse le positionner dans la SGE. Donc ça, c'est super important. Et enfin, la SERP sous l'encart SGE, bien que positionnée plus bas, on l'a vu, il va falloir scroller d'un écran supplémentaire, la SERP en elle-même, elle ne change pas ou très peu. Donc pas de révolution sur la partie algo qui va s'occuper d'indexer, de crawler et de faire ranker des sites. La vraie révolution se produit sur l'encart SGE qui se trouve au-dessus. Lionel, je te redonne la main. Ouais, merci Pierre et Quentin pour ce benchmark. Alors, je ne vois pas le chat. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais de toute façon, on aura le temps d'y revenir et puis on peut compter sur Yannick pour y répondre. Yannick est au taquet sur les questions. Ok, bon, ça ne m'étonne pas. Forcément, ça suscite des questions. Bon, maintenant, à partir de ces données très intéressantes, si on essaye de prendre de la hauteur et de se projeter, déjà, sincèrement, pour apporter notre analyse, notre vision, alors après, elle peut être discutée. La SGE, oui, est une évaluation majeure du SEO. Est-ce que c'est une révolution ? Non. Pour nous, c'est pour ça qu'on aime cette citation de Lavoisier. On est sur une évolution, mais on n'est pas sur sur une rupture. L'IA au global est effectivement une révolution dans certaines pratiques et notamment dans la création de contenu appliqué au SEO. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, à ce stade, la SGE n'est pas une révolution qui va changer complètement la physionomie du SEO et des comportements utilisateurs au sein des SERP. Et on reviendra par la suite. Voilà, l'intégration de ChatGPT dans Bing n'a pas permis à Bing de voir sa part de marché augmenter. Donc aujourd'hui, on a quand même une pratique qui reste très attachée à Google, à la comparaison des informations et au fait à la nécessité d'aller, dans certains cas, se rendre sur les sites. Pour nous, la SGE va être une superposition zéro qui va accentuer un phénomène de moteur de réponse déjà existant. Donc, on y reviendra effectivement sur certaines requêtes, sur certains secteurs d'activité. L'impact sera loin d'être neutre. Les recettes de cuisine, les comparateurs. En fait, finalement, toutes les informations aujourd'hui, toutes les recherches que l'on a et qui ne nécessitent pas forcément de se rendre sur un site. Donc, effectivement, certaines recherches informationnelles, certaines recherches qu'on peut effectuer à la voix avec son smartphone ou avec des assistants vocaux, effectivement, là, sont des recherches qui vont générer probablement de plus en plus de réponses à zéro clic. Donc, si votre stratégie SEO dépend à 90% de ce type de requête, là, effectivement, vous pouvez avoir des inquiétudes à avoir. Mais par contre, dans ce cas-là, il est important de réfléchir à la façon dont on peut se démarquer, comment on peut trouver des nouvelles opportunités. L'émergence de la position zéro, elle n'a pas provoqué, et on parle de ça, il y a déjà la position zéro, alors je ne sais plus à quel moment elle est arrivée concrètement, mais elle n'a pas pour autant provoqué l'effondrement de l'audience SEO. On a aujourd'hui 26% des requêtes qui sont sans clic, des requêtes à zéro clic, et on n'a pas observé, nous, de chute sur l'ensemble de nos clients, secteurs d'activité ou de requêtes de chute de l'audience. Donc, ça veut bien dire qu'il y a encore des opportunités de trouver des mots-clés qui doivent générer ensuite de l'audience vers son site. Ce qui est juste important, et c'est pour nous, en fait, un des enseignements majeurs de cette étude, c'est finalement la perspective de la SGE, elle doit renforcer plus que jamais des pratiques que l'on recommande de déployer du côté de nos clients et qui sont finalement les pratiques historiques du SEO. Et c'est là pour nous, et c'est pour ça que pour nous, ce n'est pas une révolution majeure.
il faut continuer à produire du contenu de qualité, il faut continuer à travailler l'expérience utilisateur, je dirais plus que jamais. Et il faut continuer aussi à mieux exploiter sa data. Et la perspective de la SGE, si elle doit avoir un impact positif pour vous, c'est qu'elle doit accélérer cette prise de conscience de la nécessité de mettre en place ces actions. Et notamment, la première chose, c'est de supprimer les silos organisationnels pour exploiter le maximum des opportunités qui sont offertes au sein de la SGE. La première chose, c'est déjà de mieux collaborer avec l'IT pour fournir à Google des données de qualité complètes, précises et fraîches. Et notamment dans le e-commerce, de s'appuyer sur des PIM, Quable, Akeneo, qui vont permettre finalement d'avoir une information produit qui soit la plus détaillée concernant son offre e-commerce sur un site de vêtements avec les couleurs, les tailles, la matière, voilà, tout autant de critères qui vont correspondre à des recherches utilisateurs que vous allez pouvoir structurer auprès de Google et donc du coup qui vont satisfaire les robots Google et lui permettre de vous accorder ensuite la visibilité au sein de ces différents services. Même logique au niveau des informations structurées plus autour d'un contenu. Et donc ça, on en revient aussi c'est plus côté CMS, de bien structurer ces informations pour pouvoir ensuite alimenter les algorithmes. Deuxième chose, et là aussi, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est de diversifier ses contenus pour optimiser son occupation des SERP. Et d'où l'importance de casser les silos entre le SEO, le SEA et aussi les stratégies d'influence. En fait, en multipliant les prises de parole à la fois sur les supports que l'on maîtrise, donc les supports owned, son site, ses vidéos sur sa page YouTube, sa fiche Google My Business, son flux de données organiques, en multipliant aussi les prises de parole sur des leviers earned, donc l'influence, les relations presse, pour être présent sur des médias, des blogs, les avis clients aussi, Wikipédia, et de travailler en complémentarité ces leviers naturels avec les leviers payants, c'est ce qui doit optimiser votre occupation des SERP et vous permettre d'avoir finalement la meilleure performance search. Et c'est pour ça qu'il faut casser les silos, visualiser, analyser la performance entre les différents leviers pour pouvoir finalement développer sa visibilité et sa couverture des SERP. Ça, ce slide, on aurait pu vous le montrer il y a 10 ans, il y a 15 ans, on aurait dit la même chose. Donc, c'est là où pour nous, finalement, la SGE, elle vient renforcer ces piliers historiques, mais elle ne vient pas les révolutionner. Le deuxième intérêt de multiplier la prise de parole sur tout un tas de plateformes, c'est de pouvoir influencer l'IA de Google qui va effectivement s'appuyer sur votre site, donc sur vos contenus owned, mais aussi sur vos contenus earned, les avis clients, les forums, les blogs, les sites médias. Et donc, ce sont ces différentes prises de parole qui vont influencer l'intelligence artificielle de Google et aussi, évidemment, sur les autres moteurs. Et ça, voilà. Donc, ça veut, en tout cas, excusez-moi, je m'embrouille un peu, mais en tout cas, cette nécessité de multiplier les contenus, de les diversifier, évidemment, encore une fois, c'est quelque chose que l'on dit depuis plusieurs années et décennies, et que sa stratégie de communication et de marketing digital, elle doit multiplier les leviers, c'est évident, et c'est juste aujourd'hui quelque chose qui va s'exacerber avec ces évolutions. C'est à toi, Pierre. Ouais, je reprends la main. J'étais en mute, désolé. Alors, nous, ce qu'on a déjà commencé à faire, en fait, avant même l'annonce de la SGE, et ce qu'on va continuer à faire, même ce qu'on va accentuer, c'est qu'on ne peut plus, en fait, s'affranchir d'une pratique avancée de la data et surtout du scrapping. Alors, on va l'expliciter dans la slide suivante, ce sera plus clair. En fait, aujourd'hui, traquer une position en SEO, ça ne suffit plus pour piloter la performance parce qu'en fait, vous pouvez être en 3e position sur un mot-clé et vous allez voir juste après avoir un CTR complètement différent en fonction de l'état de la SERP.
Si vous êtes en 3e position SEO, mais que au-dessus de vous, vous avez un featured snippet, du shopping, de l'Ads, un pack Google Maps, etc. Ou si vous êtes au top 3 et qu'il n'y a rien au-dessus de vous, en fait, vous allez absolument pas avoir la même visibilité, ne serait-ce que par la position pixel que vous occupez. De plus, le SEO peut prendre plus ou moins de place dans la SERP, peut être positionné plus ou moins haut, mais aussi occuper plus ou moins de place en termes d'air. Et donc, du coup, en fait, cette situation oblige aujourd'hui à aller mesurer d'autres KPI que simplement votre position. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, c'est déjà plus ou moins ce qu'on faisait avec l'apparition de la position 0. Aujourd'hui, en fait, on évalue... alors, normalement, en fait, quand vous faites du SEO, vous êtes censé aller regarder l'état de la SERP sur un mot-clé avant de vous demander si vous allez vous positionner dessus ou pas. Si c'est truffé de snippets, que ce sont des mastodontes qui sont déjà en place, qu'il y a une position 0, un knowledge panel, etc., bah, ça vaut pas forcément le coup d'aller se positionner, alors que sur une SERP qui est plutôt moins encombrée, vous allez avoir plus d'opportunités, plus de place. Donc, ce qu'il faudra probablement faire, c'est aller vérifier, comme on le faisait avec la position 0, tout simplement si la SGE est présente ou pas et sous quelle forme, parce qu'il est tout à fait possible qu'on ait des SGE, comme on l'a vu dans le benchmark, qui soient disponibles via le bouton Generate, auquel cas la requête n'est pas en danger, ou qui soient complètement dépliés, et à ce moment-là, bah, c'est plus du tout la même histoire. Donc, il faudra aller vérifier la présence de la SGE ou non et sous quelle forme. Il faudra aller regarder, comme on le fait aujourd'hui, la position pixel du premier résultat SEO. Et ça, à ma connaissance, il n'y a quand même pas beaucoup d'outils d'analyse de positionnement qui le récupèrent. Et le pourcentage d'air occupé par type de résultat. Ça, c'est un KPI que nous, on évalue déjà aujourd'hui pour nos clients. C'est-à-dire, sur ce mot-clé, le SEO représente 30% de l'espace disponible dans la SERP. Et ensuite, au niveau de vos KPI à vous, et bah, du coup, vous pouvez également calculer votre taux d'occupation dans la SERP. Par exemple, j'occupe, je sais pas moi, 4% de l'espace disponible sur la SERP, ce qui représente, par exemple, je sais pas, 10% de l'espace disponible en SEO. Calculer le taux d'occupation de la SERP, bientôt, sera probablement plus pertinent, ou en tout cas, devra être calculé en plus de votre position. Il faut également aller regarder les opportunités qui sont disponibles dans les snippets. Si sur une SERP, vous avez un snippet image, un snippet, un featured snippet et un snippet shopping, et que vous êtes un e-commerçant, alors ça vaut peut-être le coup d'aller regarder si ces snippets sont disponibles dans la SERP et si vous êtes dedans. Et si vous l'êtes pas, et ben mettre en place une stratégie pour y parvenir. Et donc du coup, occuper plus de place dans la SERP. S'il y a un encart YouTube, par exemple, bah, ça vaut peut-être le coup d'aller travailler une vidéo sur votre chaîne YouTube pour aller choper une place dans cet encart, en plus de la place occupée par votre site internet, et donc occuper plus de place. Mais c'est déjà une stratégie qu'on est censé mettre en place aujourd'hui. Sur la slide suivante, juste pour compléter, juste pour compléter, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut, et le scrapping justement le permet, monitorer aussi la citation en fait de sa marque, notamment sur des contenus earned, aussi dans la SGE. Si quelque part sur une requête, quel est le meilleur smartphone du marché et qu'on a une liste à puces et qu'à l'intérieur on travaille on suit le SEO de Samsung et on se rend compte que la mention de Samsung est présente dans la SGE, bah, quelque part, même si ce n'est pas un lien directement vers son site, on sait qu'en termes de visibilité, ça a un impact énorme. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on voit quasiment pas en SEO et que nous, on moniteur parce que voilà, la citation de la marque, finalement, est importante dans du texte, mais ça peut être aussi au sein d'une image. Ça peut être aussi de façon indirecte. Sur une requête travel, TripAdvisor est présent dans la SGE et sur la page TripAdvisor, on cite votre destination, par exemple. Là aussi, c'est une information importante à avoir en tête. Vous n'êtes pas présent directement dans la SGE avec votre site. Par contre, vous êtes présent indirectement par une citation dans un lien qui est présent dans la SGE. Et ça, c'est une information aussi qu'il faut monitorer. Et c'est pour ça que le SEO aujourd'hui ne peut plus être focalisé sur la sacro-sainte mesure de la performance, de la position. Voilà, exactement. En fait, quand vous avez par exemple une baisse de trafic, il faut aller regarder si c'est associé à
une baisse de position, peut-être, mais ça peut également être dû à une baisse de votre visibilité au sein de la SERP. Peut-être qu'il y a des snippets qui sont venus se mettre au-dessus de vous, un feature snippet qui est apparu, etc. Ça peut être lié au volume de recherche, ça peut être lié au marché. Enfin, il y a énormément de choses en fait qui peuvent impacter votre trafic, vos performances à position égale. Et c'est ce qu'on voit, du coup, je me fais mes transitions tout seul. C'est ce qu'on voit sur la slide suivante. C'est que pour 4 mots-clés complètement différents, mais qui sont à une position pixel à peu près similaire, et position pixel, on va déjà plus loin que la position SEO. Là, on est sur une position pixel similaire. Vous voyez qu'on a des CTR qui sont complètement différents, alors que pour le coup, ce sont 4 requêtes e-commerce. C'est pas comme si on avait une requête navigationnelle, une requête informationnelle et une requête transac. Non, là, c'est vraiment 4 produits qui sont au même niveau dans la SERP et qui pourtant ont des CTR complètement différents. Alors, on peut me répondre que ça peut être dû aussi à la tête qu'a votre résultat dans la SERP. Peut-être qu'il y en a un qui a des étoiles, des reviews. Peut-être qu'il y en a un qui a une balise title qui est plus attractive. Mais on note quand même des différences en termes de CTR qui sont énormes pour une position identique. Et on peut vous dire qu'on manipule ces données-là depuis plusieurs années et que on peut pas. Alors, il y a des études qui existent qui disent quand on est premier, on a tel taux de clic en moyenne. Alors, évidemment, quand on est dans les 3 premiers résultats ici, on a des taux de clic plus importants, mais on peut vous dire que les taux de clic sont très, très différents selon les secteurs d'activité, les types de requêtes, les sites aussi, la notoriété de la marque. Enfin, donc, c'est difficile d'avoir une espèce d'analyse et les CTR sont aussi très dépendants de la physionomie globale de la SERP. Donc, c'est très difficile d'avoir une approche vraiment d'être capable de prédire un CTR sur un mot-clé. Et donc, par contre, d'où l'importance d'analyser ce qui se passe sur ces CTR existants sur ses propres mots-clés pour pouvoir mesurer son attractivité et identifier demain l'impact réel de la SGE. Parce que quand la SGE va sortir en France, je pense que c'est vraiment le premier indicateur à analyser, c'est identifier les mots-clés qui ont une perte d'audience parce que la SGE capterait le trafic. Lionel, j'ai pas mal de questions dans le chat de gens qui nous demandent comment est-ce qu'on obtient ces KPI. Quel outil permet de les obtenir? Alors, les données de CTR et de clics, c'est dans la Search Console. Et après, ces données-là, c'est des développements maison. C'est notre scrapper fou qui collecte ces données et qu'on restitue aujourd'hui dans un outil interne, mais qu'on peut aussi restituer dans Looker Studio. Voilà. Alors, ce qui nous amène du coup une data qui vous aidera à prioriser votre stratégie et à choisir vos combats. Bon voilà, on y a déjà répondu. Mais en gros, il faut automatiser l'analyse de la SERP, l'analyse de vos CTR, et c'est tout un ensemble de signaux qui vont vous permettre de déterminer où ça pêche niveau performance. Une perte de position ne justifiera plus une perte de performance, et à l'inverse, pareil, un gain de position vous fera pas forcément gagner autant de clics que ce que vous le souhaitiez, parce qu'en fait, la position ne suffit plus. Donc, clairement, il y aura des requêtes où il faudra tout simplement renoncer et se dire que voilà, sur ces requêtes-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, une recette de cuisine qui délivre dès la SERP les étapes, peut-être que ce n'est pas nécessaire de se battre pour essayer d'avoir un bon résultat SEO. On peut juste essayer d'influencer les résultats du bloc SGE. Et même chose, par exemple, sur des comparateurs des requêtes de comparateurs de produits sur lesquels on peut avoir directement dans la SERP les réponses à ces questions. Je vais accélérer un petit peu. La perspective de la SGE, elle doit nous aider à penser en dehors de Google et notamment à se dire qu'effectivement, on risque d'avoir dans certains cas peut-être un peu moins d'audience sur des requêtes, comme on vient de le dire, sur lesquelles il y a un impact présumé assez important de la SGE sur les taux de clics. Et donc, moins d'audience, mais du coup, l'audience que vous allez avoir qui doit être plus qualitative, que vous devez essayer de fidéliser au maximum. Et pour ça, on en revient aux fondamentaux du marketing du digital, c'est de créer une expérience de marque pour fidéliser son audience. Alors, ceux qui me connaissent vont se marrer parce que c'est une marque que je cite beaucoup en référence, mais pour moi, Asphalt, la marque de vêtements,
a beaucoup compris, a tout à fait compris que l'expérience de marque au global, à la fois le storytelling, l'offre produit, mais aussi l'UX du site, étaient finalement les meilleurs paravents, les meilleurs outils pour être moins Google dépendant justement et être moins subir les aléas de l'algorithme. Deuxième élément, c'est de s'appuyer encore une fois sur la data et aussi sur les pratiques de CRO pour améliorer l'expérience utilisateur. Encore une fois, peut-être moins d'audience sur des requêtes, mais qui finalement étaient peut-être pas forcément pertinentes d'un point de vue business. Et donc, si on a moins d'audience, se focaliser pour faire en sorte que chaque audience conduise. Alors, chaque visite ne va pas conduire à la conversion, évidemment, mais chaque visite sur le site doit générer de la satisfaction utilisateur et doit permettre à votre audience d'avoir une très bonne image de vous. Et enfin, ça c'est un point aussi qui est important, c'est que le search, ce n'est pas que Google. Et avoir quand même ces informations-là en tête. Aujourd'hui, 40% de la génération Z préfère effectuer ses recherches sur TikTok et Instagram au lieu de Google Search et Maps. Et en e-commerce, 56% des acheteurs vont sur Amazon pour s'informer avant tout achat en ligne ou en boutique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aussi scraper la donnée de ces outils-là, monitorer son résultat, exploiter la data et mettre en place des actions d'amélioration. Et ça tombe bien, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut vous accompagner. Pierre, Je suis là. Ouais. Alors, là, c'est vrai que depuis le début, on enchaîne avec des chiffres qui sont relativement, pas forcément alarmistes en termes de stats, mais effectivement, on peut constater que la SGE va avoir un impact. Alors, est-ce que la SGE sera déployée telle qu'elle est actuellement disponible dans le lab? On n'en est pas forcément sûr et on ne sait pas exactement si ça va être le tsunami qui a été annoncé. Là, je vous ai mis des courbes que je suis allé récupérer ce matin sur StatCounter. Donc, ce sont les parts de marché des différents moteurs de recherche. Et je vous ai mis en barre verticale le lancement de ChatGPT en novembre 2022 et le lancement de Bing Chat en février 2023. Et vous pouvez constater que l'impact sur les parts de marché des moteurs de recherche est énorme. C'est pas vrai. En fait, les courbes n'ont quasiment pas bougé. D'ailleurs, sur la slide suivante, on peut constater que Bing a gagné moins de 1% de part de marché depuis l'ajout de Bing Chat. Et même ceux qui s'étaient un petit peu forcés à passer sur Bing pour tester, ils sont revenus à leurs vieilles habitudes sur Google parce qu'en fait, c'est là qu'ils sont le plus à l'aise. Et c'est l'auteur de l'article sur SEO Roundtable, Barry Schwartz, qui lui-même a dit qu'il était super impressionné avec le lancement du truc, les nouvelles fonctionnalités, etc. Mais qu'au fur et à mesure qu'il l'utilisait, il s'est retrouvé à retourner sur Google parce qu'en fait, c'est ce qui lui permettait de trouver plus facilement ce qu'il cherchait. Et c'est également ce qui a été démontré par une analyse, une étude menée par Nielsen Norman Group. En fait, les problèmes, les soucis que rencontrent les utilisateurs lorsqu'ils passent sur Bing Chat, et probablement ce sont les problèmes qu'ils rencontreront aussi sur la SGE, et c'est l'explication d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui la SGE n'arrête pas de changer et que Google essaie de trouver la bonne recette, c'est qu'en fait il y a plusieurs soucis qui sont inhérents à la technologie. Le premier, c'est une mauvaise collecte d'informations. Aujourd'hui, Bing Chat a du mal à agréger et synthétiser les informations, et en fait l'utilisateur doit quand même au final se taper à la mano la recherche d'informations, la comparaison entre les différentes sources, etc. En fait, finalement, la promesse d'une information pré-mâchée et pertinente n'est pas tenue. On a également à ça des problèmes d'interface utilisateur. L'interface de Bing Chat, aujourd'hui, les gens la jugent compliquée, peu intuitive, et globalement, ça nuit à l'expérience globale. Et ça, c'est particulièrement vrai sur mobile. Les sources fournies par Bing Chat sont parfois peu pertinentes, voire dans certains cas, ça c'est le quatrième point, tout simplement correctes, obsolètes ou absentes. C'est-à-dire que Google va s'appuyer, Bing va s'appuyer sur des sources qui n'existent plus, en fait, parce que contrairement à un index, comme on a l'habitude de l'utiliser avec les moteurs de recherche, l'IA est plus difficile à maintenir à jour. Et du coup, on peut avoir parfois de l'obsolescence dans les réponses. Dans le cas où on engage la conversation avec le modèle LLM, pareil, en fait, on va avoir
Bing va parfois avoir du mal à suivre en fait la conversation et à tout garder en mémoire du début à la fin, ce qui fait que du coup, au bout d'un moment, dans la conversation, les gens sont perdus parce qu'en fait, l'outil est parti en vrille et il a oublié de quoi on parlait au départ. Ça, c'est le 6e point également, la perte du contexte. Bing Chat perd le fil de la conversation, notamment lorsque l'internaute commence à utiliser différents liens pour se promener dans l'outil. En fait, pareil, Bing ne sait plus de quoi on parlait au départ. Bing galère aussi à balayer rapidement l'information. Et ça, vous le voyez aussi lorsque vous essayez de créer un GPT par vous-même. Vous lui filez plein de documents et vous espérez qu'en fait, il va les assimiler. Et en fait, pas du tout. En fait, il va pas du tout les assimiler. Il va s'appuyer dessus uniquement lorsque vous lui demandez d'aller chercher une information spécifique dedans. Et dans ces cas-là, en fait, ça prend des plombs et il galère à balayer rapidement une information pour vous la servir. Et ça, c'est un problème dans le cas où on a un outil qui est intégré dans la SERP, qui est censé vous permettre de gagner du temps et qu'il n'arrive pas à balayer l'information. On l'a vu, du coup, 8e point, sur mobile, l'interface, elle est encore plus encombrée et peu fonctionnelle que sur desktop, ce qui complique encore plus son utilisation. Et le point numéro 9, les publicités dans Bing Chat sont intrusives et correspondent pas forcément au centre d'intérêt de l'utilisateur. Or, si Google et Bing ne peuvent pas mettre de publicité dans l'encart SGE, et du coup, c'est probablement une perte sèche d'argent pour eux, couplée à des coûts relativement importants quand même pour soutenir la technologie. Et il y avait ce qui nous amène à la conclusion. Alors rapidement notre conclusion, on pense que voilà la SGE c'est alors un nouveau pétard mouillé là, même si je pense que c'est plutôt des barres de dynamite mouillées que ChatGPT m'a généré comme image. Voilà, si on résume, il faut plus que jamais produire des contenus de qualité diversifiés, travailler l'expérience utilisateur et exploiter sa data. Donc finalement, encore une fois, c'est des fondamentaux. Et c'est un discours que j'aurais pu tenir au tout début de ma carrière, il y a plus de 20 ans, qui sont encore là aujourd'hui. Mais effectivement, peut-être que la SGE, elle va accélérer cette prise de conscience et elle doit renforcer ces pratiques et ces piliers historiques du SEO. Et aussi, une de nos visions, c'est que le search, pour nous, il mourra le jour où nous n'aurons plus rien à chercher. Donc, le search se réinvente. Peut-être que le monopole de Google va être contesté aussi avec l'émergence des recherches au sein d'Instagram, de TikTok et d'Amazon. Mais en tout cas, voilà, on reste assez confiant sur l'importance du search, mais par contre, la nécessité malgré tout de pouvoir se réinventer. Dernière chose, petit cadeau bonus, pour ceux qui seraient intéressés, on vous partage le support du webinaire et on peut vous faire une analyse gratuite de 10 mots-clés en anglais sur la bêta SGE sur Google US. Et donc pour ça, envoyez-nous un mail sur contact@empirique.fr. Et dernier slide, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur LinkedIn, à partager le lien du webinaire qui va être accessible en replay. Les gens pourront continuer à s'inscrire pour le consulter. Ce webinaire, c'est plus de 150 heures de travail. Yannick s'est arraché les cheveux dans certaines situations pour scraper cette donnée. Ce n'était pas simple. Voilà, donc on espère qu'on vous a apporté de la valeur, qu'on vous a vous permis d'avoir un peu plus de certitude et moins de fantasmes sur cette perspective-là. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le dire sur LinkedIn. On vous remercie par avance. Maintenant, on va passer aux questions s'il y en a. Je suppose qu'il y en a eu. Il y en a eu plein, mais Yannick était à fond pour y répondre. Ok. Est-ce que tout le monde a eu ses réponses dans le chat? Je ne sais pas si je dois remonter. Ouais, Yannick, tu as répondu à tout le monde, c'est bon? Peut-être pas besoin de remonter sur les questions. Auquel cas, on finit quasiment dans les temps. À 1 heure, c'était dense. Hein. Ouais. Bon, écoute, Yannick. Ok, super. Bon, en tout cas, on est à votre disposition. Évidemment, pour poursuivre
la conversation, pour vous accompagner sur ces sujets-là. Évidemment, ça vous l'avez compris. N'hésitez pas à partager encore une fois votre ressenti et votre satisfaction sur LinkedIn, pardon. Bonne journée à tous et puis Merci. à bientôt.